d'être si nombreux ce matin pour écouter Marine de Carnet de Tressesson, la nouvelle ambassadrice de France à Monaco, enfin nouvelle depuis presque 6 mois maintenant, 4 mois exactement. Je vais présenter tous les deux, évidemment. 2016 a été une année un peu difficile, notamment dans la région avec le terrorisme. Je voudrais en profiter pour remercier vraiment Monaco et les Monégasques de leur solidarité. Espérer que 2017 sera une année de paix et de développement durable pour le monde. Et vous souhaitez à vous-même santé, sécurité, prospérité, gaieté, en plus de liberté, égalité, fraternité, parce que, comme vous le savez, 2017 sera une année assez chargée avec des élections en France. Je ne vais pas me risquer à des pronostics, mais ni en 2018 à Monaco. Et c'est vrai que le monde est dans un état un petit peu incertain. Je fais tous mes voeux pour que ce monde puisse se stabiliser un petit peu. Et le seul point fixe, effectivement, dans ce monde instable, c'est la relation franco-monégasque qui est vraiment sans nuage depuis que je suis arrivée ici. Et donc c'est un grand point de satisfaction et le vœu évidemment de développer, de renforcer cette relation encore au cours des prochains mois et des prochaines années. Alors, cette relation franco-monégasque s'appuie évidemment sur une communauté française qui, comme vous l'avez dit, est en diminution depuis un certain temps, notamment en 1961, il y avait des chiffres qui étaient, je crois, de près de 13 000 personnes, c'était avant 1963 bien sûr, et qui restait à peu près stable jusqu'à dans les années 80, et qui ensuite a baissé pour atteindre aujourd'hui 9 350 personnes, a priori selon nos chiffres, mais ça devrait être confirmé par le prochain recensement. Ce qui reste évidemment un chiffre en baisse, mais à peu près stabilisé, parce qu'il y a deux phénomènes. Un qui concerne touche à la fiscalité, qui évidemment a été une cause de décrue, et que côté français, nous avons petit à petit essayé de juguler avec des décisions qui constituent des avancées, des décisions de justice notamment. Je voudrais rendre hommage au travail de l'UFE et des conseillers consulaires, notamment Christophe Romanet qui n'est pas là ce matin, mais avec lequel nous travaillons en très étroite coordination. Et donc vous allez voir le ministère de l'économie à Bercy et le directeur des impôts ici. Et donc sur l'impôt sur le revenu, il y a une décision de justice qui fait que donc la convention de 1963 ne s'appliquera pas aux Français nés à Monaco et ayant toujours conservé leur résidence fiscale, y compris pour les Français qui ne sont pas nés à Monaco pour des raisons médicales ou de circonstances. Et puis sur la CSG, le directeur des finances publiques de Nice m'a confirmé ainsi qu'à Jean-Christophe Romanet que les revenus du capital pour les Français de Monaco ne seraient pas assujettis aux prélèvements sociaux. Donc ça, c'était le premier phénomène que nous essayons, effectivement, côté français, de résorber. Et puis, il y a un second problème qui est celui du logement, qui n'est pas évidemment inconnu ici, y compris pour les Monégasques, sur lequel il faut évidemment travailler pour que les Français de Monaco puissent également bénéficier de conditions qui leur permettent de rester, parce que ce serait paradoxal qu'on règle le problème de la fiscalité pour les Français qui résident constamment à Monaco, donc les enfants du pays, et que parallèlement ils ne puissent pas rester à Monaco puisque les logements sont trop élevés pour leur permettre d'y séjourner. Donc c'est un sujet évidemment sensible, hein, on le sait, sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on discute avec les autorités monégasques, qu'on trouve des solutions de long terme, mais aussi de plus court terme, parce que comme on sait, comme disait Gaël, sur le long terme, on sera tous morts, donc il faut vraiment qu'on essaye de travailler avec les Français qui sont encore ici, notamment les jeunes, parce que la communauté française, je pense sous le contrôle des différents représentants ici de la communauté française, est une population relativement jeune, et donc il faut qu'elle puisse se fixer à Monaco, avoir des certitudes, ou en tout cas des perspectives sur le logement. Sinon, elle serait amenée effectivement à quitter et à s'installer ailleurs. Donc, c'est à cela que nous devons travailler. Mais j'ajoute quand même un élément qui est que la communauté française a diminué, la communauté monégasque a augmenté, mais que tout ça, c'était un peu des vases communicants
parce que je crois que, à chaque fois, ça me paraît énorme, enfin c'est très impressionnant, que 95% des monégasques épousent des étrangers ou des étrangères, et que 70% de ces mariages sont avec des Français. Et c'est vrai que depuis que je suis arrivée ici, tous les gens que je rencontre ont des parents, des ascendances françaises, y compris d'ailleurs la famille princière, avec les Guillaume-Matignon notamment. Et donc c'est une relation extrêmement imbriquée, il y a des liens extrêmement forts, et effectivement il y a des franco-monégasques ou des monégasco-français, et donc que la diminution de la communauté française s'est faite avec effectivement une communauté monégasque qui était sans doute en partie une communauté franco-monégasque, surtout depuis que les femmes peuvent également accorder la nationalité à leurs époux. Donc c'est ce que je retiens depuis que je suis arrivée, cette sorte de mariage franco-monégasque, de mariage de raison, bien sûr, l'histoire, la géographie, mais aussi mariage de cœur, à travers aussi ces mariages concrets. Et ça, ça me fait extrêmement plaisir parce qu'on se sent effectivement bien ici. En France, on aime beaucoup Monaco, on aime beaucoup la famille Prassière, qu'on considère un peu comme notre famille Prassière, on a un peu de droit. Et je constate ici qu'effectivement, cette relation est vraiment très étroite et qu'elle est presque une ligne de miel d'ailleurs depuis que je suis arrivée. Je pense qu'elle reste la première communauté, comme vous l'avez dit. Elle représente à peu près un quart de la population, elle représentait la moitié il y a 30 ans ou plus. Après, c'est un équilibre à juger, mais ce qui m'importe surtout, comme je le disais, il y a quand même cette relation très forte entre Monaco et la France, et ses relations personnelles et à travers ses familles. Ce qui m'importe, c'est donc qu'on essaie de regarder vers l'avenir, comment essayer de maintenir cette population qui a fait des efforts. Côté français, on a fait des efforts aussi. Donc, comment essayer de les fixer pour qu'ils puissent avoir un avenir à Monaco et qu'ils puissent aussi constituer l'avenir de Monaco à travers... ce sont des enfants du pays, ils font partie du pays, si on peut dire. Et je pense que voilà, ils sont formés ici, ils sont à l'école ici. C'est un investissement que fait Monaco à travers aussi cette population française qui est bien intégrée, qui a des amis, qui connaît la région, qui considère que Monaco est son pays, puisqu'elle n'a pas vécu ailleurs, même si évidemment la France est à côté. Donc je pense qu'il faut se tourner un petit peu vers l'avenir, trouver des solutions innovantes, ou en tout cas trouver les moyens de la maintenir ici et de ne pas l'obliger à quitter ce pays qu'elle a nôtre. Naître de parents ne bénéficiant pas de la résidence privilégiée, comme on dit, mais qui s'installent ici et qui vont naître ici et qui ne vont pas bouger, vont devenir, au sens où on entend habituellement, des enfants du pays. On est d'accord. Ouais. Oui, et bénéficieront de l'exonération fiscale, s'ils naissent ici, qu'ils résident ici en permanence. Pour recréer un petit courant. Absolument, et donc ce que j'indiquais, c'était que maintenant la question, c'était celle du logement pour leur permettre effectivement de pouvoir résider ici et de bénéficier de cette avancée sur le plan fiscal qui est la première depuis 1963. Pour les futurs, oui, parce que sinon, on en est qu'au nouveau-né, là, pour l'instant. Ou ceux qui ont 18 ans... Non, mais je veux dire pour ceux qui naîtraient de parents qui viendraient s'installer et qui naîtraient ici, qui ne partiraient plus. Pour les prochains, mais ceux qui ont 18 ans aujourd'hui sont aussi concernés. Et puisqu'on cherche l'équilibre entre les deux communautés, le changement sur la loi de l'acquisition par le mariage de la nationalité fait qu'il va y avoir à nouveau un nombre plus important de franco-monégasques aussi. Oui, exactement, oui. Concrètement, qu'est-ce que fait Monaco pour loger les Français? Alors concrètement, il y a une loi, je pense, qui contrôle les parlementaires. Il y a une loi qui s'appelle 235, je crois, qui prévoit une catégorie dont les enfants du pays font partie. Et donc, c'est ce que prévoit Monaco et ce qu'il faut effectivement faire appliquer, puisqu'il y a des priorités nationales, ce qui est bien compréhensible. Et ensuite, il y a une catégorie qui leur permet de bénéficier de logements à loyer modéré.
Et donc, il faut qu'ils continuent à pouvoir en bénéficier, ce qui suppose qu'il y ait un nombre de logements qui puissent continuer à être inscrits sous ces catégories. Mais dès lors que les Monégasques eux-mêmes n'ont pas suffisamment de logements dans leur propre pays, comment peut-on? Et qu'il y a effectivement des catégories qui déplacent en premier, comment les Français peuvent-ils espérer se loger en principauté à Montauban? Merci, mais justement c'est ce qu'il faut qu'on discute et qu'on voit avec les autorités monégasques, mais je sais qu'il y a un programme de logement à venir, hein. Il y a différents immeubles ensemble qui vont sortir de terre et qui sont programmés pour effectivement créer des logements du secteur protégé. Alors il faut qu'on voit à quelle échéance, quel nombre, etc. Mais ça, ce sont des discussions effectivement qu'il faudra mener avec les autorités, aussi bien exécutives que parlementaires. Je vais voir ça avec le ministre d'État, je pense qu'il en est bien conscient. Il y a eu des programmes qui ont été mis en place, imaginés, notamment le programme IDA, donc je crois qu'il y avait des engagements qui avaient été pris, donc il importe qu'ils soient tenus. En tout cas, on va en discuter pour vérifier ce qu'il en est. Et alors j'avais lu un rapport sur les logements horizon 2022, je crois. Je ne sais pas si depuis, puisqu'il y a aussi des changements sociaux, y compris dans la population monégasque, donc des divorces, etc., qui ont entraîné une croissance des demandes et des besoins en logement, y compris pour les familles monégasques. Donc il faut voir si tout ça est bien encore adapté et suffisant pour loger également les enfants du pays dans le cadre prévu par la loi et le développement urbain. Vous avez des échéances? Il n'y a pas d'échéance particulière, c'est un travail, je pense, assez permanent, comme le travail de développement monégasque l'est aussi, d'adaptation et de programmation en fonction des besoins de la population monégasque et sans doute des autres résidents. Donc, nous y travaillons bien sûr. Vous savez qu'il y a des cadres qui existent dans la relation franco-monégasque pour traiter les différents problèmes qui se posent et les différentes solutions qu'on peut y apporter. Il y a une commission transfrontalière qui va se réunir prochainement. On n'a pas encore la date parce que le nouveau préfet vient d'arriver et qu'elle va être suivie d'une commission nationale, commission mixte, commission de coopération pour traiter les problèmes d'État-État. Mais donc elle va se réunir dans les prochaines semaines et elle est faite justement pour traiter de ces sujets de développement mutuel, de transport, mais aussi de santé, etc. Donc ce cadre existe. Je vois effectivement, par exemple dans la presse, les vœux des maires des communes avoisinantes qui font part de projets. Je sais qu'ils voient les autorités monégasques. Donc tout ça est traité effectivement en particulier dans ce cadre existant de commission, mais aussi de contact quotidien, aussi bien moi-même que évidemment les autorités monégasques avec les communes avoisinantes. Donc nous avons vraiment ce souci de réfléchir, et là encore, à des solutions innovantes, parce qu'il y a eu des avancées, le télétravail, il y a des projets en matière de santé, en matière de sécurité, bien sûr, mais nous devons aussi, en matière de transport, continuer à progresser. Donc il y a des projets effectivement de câbles qui sont peut-être bienvenus, ça se fait en France, ailleurs, et donc je sais qu'il y a ici des réflexions, et puis autour aussi des réflexions pour ce genre de développement mécanique. Il y a peut-être des solutions aussi maritimes ou marines, les bateaux. Je vois que à Paris, sur la Seine, on va mettre un peu plus de navettes pour pallier les voies sur berge, le développement urbain, les voitures. Donc c'est des réflexions long terme qu'il faut mener, parce qu'effectivement, il y a des problèmes quotidiens, mais la vie ensemble, c'est aussi des perspectives. Vous savez, Saint-Exupéry qui disait l'amour, c'est regarder dans la même direction, et donc il faut, ensemble dans la même direction, et donc il faut aussi réfléchir à des solutions de plus long terme pour le développement mutuel, pour l'attractivité. D'ailleurs, à ce propos, j'ai constaté, j'ai découvert en arrivant ici qu'il y avait une institution qui était tout à fait opportune,
qui s'appelle, je crois, le Conseil stratégique pour l'attractivité. Alors, il me semblerait opportun, mais là encore, il faut que j'en discute avec les autorités, donc c'est vraiment un vœu que je forme pour l'instant, mais que peut-être les représentants italiens et français qui représentent les principales communautés étrangères à Monaco puissent également y participer, parce que je sais qu'il y a des consuls honoraires qui en sont membres, mais ce serait peut-être pas mal que nos deux communautés soient associées aussi à cette réflexion stratégique sur le développement de Monaco, qui intéresse aussi évidemment le développement des pays voisins. Voilà, donc on peut s'inscrire aussi sur du plus long terme et essayer de trouver. D'ailleurs, je crois que Monaco est vraiment un endroit pilote pour des solutions innovantes et constitue un peu un modèle de développement. Les solutions qui sont trouvées, vous avez vu que le tunnel descendant a quand même bien amélioré les choses. Évidemment, il faut qu'on se construise pour un jour, donc les tunnels, l'extension mer, etc., tout ça, il faut un petit peu de temps. Comme vous le savez, il y a un projet pour la bretelle de Coursoleil. Avec les échéances, en tout cas cette année, ça devrait commencer à être mis en œuvre. Il y a également les échéances pour les TER, une réflexion qui doit pouvoir aboutir, et notamment les travaux pour l'extension des quais de Nice-Riquier, qui doivent commencer en 2017, je pense en février. Tout ça, je vais parler avec le nouveau préfet que je vois début février, et en préparant la commission de coopération transfrontalière. Donc je ne veux pas trop m'engager sur des sujets que je n'ai pas encore. Enfin, vous savez, moi je vais arriver, donc c'est vrai que c'est des problèmes qui durent depuis des décennies, mais je ne vais pas les régler en 4 mois. Mais évidemment on y travaille, évidemment on essaye de les faire avancer, et il y a des échéances, et il y a des progrès qui sont quand même constatés et qu'on va essayer de poursuivre. Il y a une chose qui peut être très positive, c'est que je crois que vous avez de bonnes relations avec le ministre d'État Serge Autel, que vous connaissez de longue date. Ça peut également peut-être faciliter certaines réflexions, voire même certaines décisions. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la relation avec Serge Autel? Écoutez, elle est excellente, effectivement, elle est ancienne, il a occupé cette place il y a quelques années, donc il connaît parfaitement les sujets, beaucoup mieux que moi. Et il a une bonne connaissance aussi de Monaco, une bonne relation, je pense, en particulier une relation de confiance avec le prince. Et effectivement, nous nous connaissons, nous partageons un certain nombre de choses, d'intérêts, de passion, d'ambition, de sujets que nous souhaitons faire avancer en bonne coopération franco-monégasque. Je pense notamment à tout ce qui est l'environnement. Je me suis un petit peu occupée par le passé, donc ça tombe bien. Et là-dessus, je pense que Monaco et la France peuvent travailler en parfaite complémentarité et en parfaite synergie, parce qu'effectivement, le prince a un rayonnement qui dépasse très largement ses frontières, la principauté, et la France a un réseau dans le monde qui fait que, voilà, elle peut porter aussi ces sujets. Et que ça s'est fait, ça s'est vu avec succès à la COP, ça s'est vu sur les océans, ça c'est un sujet que le prince tient, enfin, qui tient vraiment à cœur du prince, et nous aussi, parce qu'on a le deuxième espace maritime au monde. Donc sur les aires marines protégées, on développe des projets, notamment en Méditerranée. Il a reçu le GIEC, d'ailleurs à son initiative, qui va faire un rapport sur les océans. Il y a un objectif des objectifs du développement durable qui porte sur les océans et qu'on va développer ensemble. Il y a la commission Ramoge et les autres commissions donc sur la Méditerranée. Il se trouve que la commission Ramoge, je l'avais présidée dans mon ancienne fonction au ministère de l'Environnement, et que je vais la présider à nouveau à partir de 2017 et 2018, enfin, en 2017-2018. Donc c'est des sujets, vous voyez, qui nous rapprochent et sur lesquels la France et Monaco, et avec le soutien de l'Italie, peuvent tout à fait, la lutte contre les déchets plastiques, les sacs plastiques, sur lesquels il y a une coalition internationale entre les deux pays. Le 23 février, le prince a accepté de venir à Paris, une initiative qu'on prend sur la Méditerranée. Il y a voilà, beaucoup de choses sur lesquelles on travaille ensemble dans le monde, sur des sujets qui nous tiennent à cœur, que Serge Autel soutient aussi, et sur lesquels la coopération franco-monégasque est importante, et la coopération personnelle aussi entre nous est importante. Des éléments très positifs qu'on peut développer à Monaco. Alors, vous citez
cité effectivement des manifestations très intéressantes et très nobles sur le concert pour la Lettonie pour les femmes leaders. Il y a aussi une opération sur Cœur de Femme qui va se tenir également en avril. Je signale aussi des opérations que nous menons côté français. Il va y avoir une opération qui se tient depuis quelques années qui s'appelle Goût de France, qui est une opération gastronomique dans laquelle les restaurants monégasques partout dans le monde, il y a 2000 chefs dans le monde qui sont concernés, constituent des repas à la française au sens du XVIIIe siècle. Le cuisinier Carême, qui porte bien son nom, mais qui était le cuisinier de Talleyrand. Et on va, cette année, je pense, j'en ai discuté hier avec Mme Bonal, on va essayer de tenir cette manifestation au lycée hôtelier sur le thème de la formation, donc pour montrer tout le savoir-faire du lycée hôtelier et ce goût de France partagé ici à Monaco. Il y a aussi la Maison de France qui se développe, qui revit, dans lequel il y aura des manifestations culturelles, notamment dans le cadre du Printemps des Arts. Donc ce sont des choses très positives qui doivent quand même être relevées. Il y a également, alors personne ne m'a encore posé de questions sur l'Union européenne, mais j'en profite pour dire un mot parce que il y aura le 60e anniversaire de... Ah, très bien. Alors j'ai dit juste un mot à propos du 60e anniversaire du traité de Rome le 25 mars, et j'ai vu mon collègue italien hier, donc on va essayer de faire des manifestations aussi ici à Monaco, et en liaison évidemment avec les autorités monégasques pour célébrer ces 60 ans, parce que ce n'est quand même pas rien. Donc on vous en reparlera à l'occasion, mais là encore j'en ai parlé avec Mme Bonal, parce que peut-être c'est important de faire ça aussi dans les lycées et avec la jeunesse. Mais je pense qu'effectivement ce sujet est important, il est aussi d'actualité ici à Monaco, mais on fera ça en bonne entente franco-italienne et monégasque. Ces 150 accords, on ne les compte même plus, qui font que la France et Monaco sont liés et donc ont a priori les mêmes intérêts, puisqu'il y a une partie de la législation d'ailleurs européenne qui s'applique ici. Donc, a priori, on est aux côtés effectivement de Monaco dans l'esprit de ces traités pour faire en sorte que les éléments qui ne sont pas traités dans le cadre de ces traités puissent effectivement aboutir au sein de l'Union européenne. Mais c'est pour ça qu'on a créé ces binômes, que je vois régulièrement le ministre Tonelli qui suit ces négociations. D'ailleurs, le négociateur européen viendra bientôt et que je le rencontrerai également, pour que l'Europe, que la Commission, le service européen d'action extérieure réalisent bien les spécificités de Monaco, qui n'est pas un État comme un autre, c'est un traité d'association, ce n'est pas un traité d'adhésion, mais qui est une prise en compte du caractère sui generis de Monaco, et voir effectivement comment adapter les principes et les clauses européennes aux spécificités monégasques. Mais a priori, je ne crois pas, puisqu'il s'est réuni récemment. Non, la communauté française n'est pas spécialement représentée au sein de ce conseil. Et c'est pour ça qu'il me paraissait opportun qu'on puisse, en tant que première communauté, en tant également que représentant des 40 000 pendulaires qui viennent travailler chaque jour à Monaco, que cette perspective puisse être prise en compte. Parce que je pense également que, je parlais des problèmes du quotidien, et puis des problèmes de plus long terme, des stratégies de plus long terme, je pense que cette communauté française qui vient, elle a aussi peut-être sa vision, ses idées, ses réflexions, ses propositions pour d'autres communautés et pour la région en général, parce que là encore, je pense que c'est un bénéfice mutuel. Monaco qui effectivement fait vivre ces 40 000 pendulaires, mais qui font vivre aussi Monaco, mais que l'ensemble de la région puisse continuer à se développer, à avoir une attractivité pour le reste du monde. Et ça implique aussi les communautés et la région dans son ensemble, l'aéroport, où Monaco est maintenant représenté, les transports, etc.